Eurabia. C'est l'histoire d'une mésalliance euro-arabe. Mais d'après Wikipédia, Eurabia, mot valise de Europe et Arabia, est une théorie du complot, émise par l'extrême droite, selon laquelle l'Union européenne serait l'instigatrice d'une conspiration visant à faire de l'Europe une colonie islamique. Elle est souvent associée à la théorie du grand remplacement. Pourtant, d'après le lieutenant-colonel Thomas Seylow de l'armée des États-Unis, auteur en 2010 d'un rapport sur le sujet, je cite, « Quelle que soit la position que l'on adopte sur l'idée d'Eurabia, il y a des aspects qui devraient amener les hauts dirigeants américains à faire une évaluation de ce qui se passe en Europe, afin d'examiner les implications stratégiques potentielles pour les États-Unis. Je vous propose donc d'examiner et d'évaluer ce qui se passe en Europe, en remontant aux origines d'Eurabia. Pour ce faire, je m'appuierai principalement sur les travaux de Bat Ye'or, essayiste juive d'origine égyptienne et de nationalité britannique, qui a passé sa vie à étudier l'islam, le statut de dhimmi et l'islamisation de l'Europe. À cela s'ajouteront mes propres recherches personnelles. Ce que je vais vous présenter pourra paraître difficile à croire. C'est pourquoi je fais le choix de vous fournir mes sources de façon détaillée. Des documents originaux, des noms, des dates, des lieux, des citations, au risque d'alourdir un peu mon propos, mais de manière à vous prouver sa véracité. Quelle est l'origine du terme Eurabia? Eurabia est le titre d'une revue, initiée au milieu des années 1970 par le Comité européen pour la coordination des associations d'amitié avec le monde arabe. Elle fut éditée par Lucien Bitterlin, président de l'association franco-arabe de solidarité, et publiée conjointement par les associations Middle East International de Londres, France Pays Arabes de Paris et le groupe d'études sur le Moyen-Orient de Genève. Dans son deuxième numéro, paru en juillet 1975, Eurabia publiait les résolutions qui avaient été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'Association parlementaire pour la coopération euro-arabe, APCEA, lors de sa réunion à Strasbourg les 7 et 8 juin 1975, et qui reprenait les décisions prises plus tôt par la conférence préparatoire de la coopération parlementaire euro-arabe tenue à Damas du 14 au 17 septembre 1974. Cette association parlementaire pour la coopération euro-arabe comprenait 200 parlementaires d'Europe occidentale, représentant alors toutes les grandes tendances de l'échiquier politique. Leur programme d'entente euro-arabe fut, dès l'origine, approuvé par un large consensus couvrant l'ensemble du spectre politique européen. 2 jours après la réunion de Strasbourg, des représentants et des experts européens et arabes se réunirent au Caire, du 10 au 14 juin 1975, afin de préparer une formulation préliminaire des principes généraux et des objectifs d'un dialogue euro-arabe. L'introduction du mémorandum conjoint de cette réunion précise, je cite, que ce dialogue euro-arabe, DEA, est le fruit d'une volonté politique commune qui a émergé au plus haut niveau et qui vise à établir des relations spéciales entre l'Europe et le monde arabe. Dans la suite du déroulé de la conférence, nous reviendrons en détail sur ces événements fondateurs. Quelle est l'origine de cette politique de collaboration euro-arabe? L'origine de cette politique se trouve dans la volonté du général de Gaulle, après la disparition de l'empire colonial français, de faire de la Méditerranée une zone d'influence française et de recréer un bloc solidaire euro-arabe méditerranéen, dont la puissance, au plan international, contrebalancerait celle de l'Amérique et du bloc soviétique. Cela à travers une politique arabe ambitieuse qui fut initiée dès l'indépendance de l'Algérie et qui amena le général de Gaulle, après la guerre des 6 jours en 1967, à prendre le parti des Arabes contre Israël en condamnant son action militaire. Cette condamnation d'Israël surprit à l'époque. Il est vrai qu'elle allait à contre-courant
de la ligne traditionnelle de la France depuis la création de l'État hébreu et contre le sentiment de la majorité des Français. De Gaulle lui-même n'avait jamais caché sa sympathie pour les fondateurs d'Israël, dans lesquels, à l'image de David Ben-Gourion, il voyait des résistants. Mais il avait aussi clairement expliqué à Abba Eban, le ministre israélien des Affaires étrangères, de passage à Paris le 24 mai 1967, que la France donnerait tort à l'État qui prendrait l'initiative d'attaquer. Ce choix inattendu provoqua la stupeur et la colère des Israéliens, d'autant que, ne se contentant pas de déclarations verbales, le général de Gaulle l'accompagna d'une mesure d'embargo sur les armes. 6 ans plus tard, après la défaite de la guerre du Kippour et la victoire israélienne, mortifiés par la défaite arabe, les pays producteurs de pétrole quadruplèrent son prix, ordonnèrent une réduction de la production et imposèrent un embargo aux États soutenant Israël. Les pays consommateurs furent alors classés en 3 catégories: pays amis, pays neutres, pays ennemis. Aussitôt, les 9 pays de la Communauté économique européenne, CE, réunis à Bruxelles le 6 novembre 1973, proclamèrent une résolution conjointe qui s'alignait totalement sur la politique franco-arabe à l'égard d'Israël. Le 26 novembre 1973, le ministre saoudien du pétrole maintint la pression en déclarant à la télévision française, dans l'émission Actuelle 2, je cite, « Si vous ne changez pas votre politique de soutien à Israël, l'Europe va souffrir. » 2 jours plus tard, le 28 novembre, dans la déclaration d'Alger, le bloc arabe formulait les conditions de maintien de l'arme du pétrole contre tout pays favorable à Israël et annonça la création d'un comité chargé de graduer la livraison de pétrole selon le soutien affiché par les pays dits amis à la cause arabe et notamment palestinienne. C'est dans ce contexte que la diplomatie française réussit à regrouper les 9 pays de la CE dans une politique de rapprochement avec le monde arabe, vis-à-vis duquel elle s'assurait une position privilégiée. Comment s'est mise en place la machinerie de cette collaboration euro-arabe que nous nommons Eurabia? Le président français Georges Pompidou et le chancelier allemand Willy Brandt confirmèrent le souhait d'un dialogue avec le monde arabe lors de leur rencontre les 26 et 27 novembre 1973. Dans la foulée, le président français convoqua un sommet européen le 15 décembre 1973 à Copenhague pour examiner la crise du Moyen-Orient et jeter les bases de la coopération entre les pays de la Ligue arabe et les pays de la CE. 4 ministres arabes des Affaires étrangères furent invités à participer au projet. À la faveur de quoi, les pays de la Ligue arabe annulèrent le boycott du pétrole et acceptèrent de collaborer avec les 9 pays de la CE dans les domaines économiques et énergétiques. À l'initiative de Michel Jaubert, ministre français des Affaires étrangères, une structure fut créée en mars 1974 et nommée Dialogue euro-arabe, DEA, permettant de mener une politique officieuse et discrète entre les pays de la CE et ceux de la Ligue arabe, notamment sur la base d'une reconnaissance de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, et de son chef terroriste Yasser Arafat. Parallèlement, à l'initiative de M. Raymond Offroy, député gaulliste, et de Mr. Christopher Mayhew, député travailliste à la Chambre des communes anglaise, 33 parlementaires des pays du marché commun créèrent, les 23 et 24 mars 1974, à Paris, une association parlementaire pour la coopération euro-arabe, la fameuse APCEA. Les membres de l'association se dirent résolus à agir dans l'esprit de la déclaration des ministres de la CE publiée le 6 novembre 1973 au sujet du règlement de la paix au Proche-Orient. Ce texte demandait à Israël de mettre fin à son occupation territoriale et reconnaissait les droits légitimes des Palestiniens. L'Assemblée générale de l'APCEA, lors de sa réunion de Strasbourg les 7 et 8 juin 1975, prit position pour la création d'un climat d'opinion favorable aux Arabes et à l'accueil des immigrés musulmans en Europe. Elle publia également plusieurs déclarations sur la nécessité de reconnaître, je cite, « la contribution historique de la culture arabe au développement européen » et sur l'importance de souligner, je cite à nouveau, « la contribution que les pays européens peuvent encore attendre de la culture arabe, notamment dans le domaine des valeurs humaines ».
Conformément à ces objectifs, l'association demanda au gouvernement européen de créer un environnement plus hospitalier pour les immigrants arabes, en élargissant la présence de la culture et de la religion arabe, l'islam, en Europe, et en donnant aux pays arabes les moyens d'intervenir pour permettre aux travailleurs immigrés et à leurs familles d'avoir une vie culturelle et religieuse arabe en Europe. Ces objectifs furent confirmés par les ministres des Affaires étrangères des 9 pays de la CE, qui convinrent dès le 10 juin 1974 de la nécessité d'adopter une politique étrangère commune afin de monter une coopération économique conjuguant les réserves arabes de main-d'œuvre et de matières premières avec les technologies et les modes de gestion européens. C'est ce qui fut acté lors de la conférence préparatoire de la coopération parlementaire euro-arabe tenue à Damas du 14 au 17 septembre 1974. Tilge de Clercq, membre belge de la PCEA, soumit une étude sur les conditions de cette coopération à la commission économique de l'association. Étude qui fut ensuite présentée dans le numéro de juillet 1975 de Rabia comme un point de vue européen. De Clercq fut l'un des premiers défenseurs d'une population immigrée arabo-musulmane permanente en Europe. Aussi, l'influente association parlementaire pour la coopération euro-arabe exigea des gouvernements européens qu'ils mettent en place des dispositions légales concernant la libre circulation et le respect des droits fondamentaux des travailleurs immigrés en Europe. Ces droits devaient être équivalents à ceux des citoyens nationaux. Nous découvrons là l'origine du rejet par nos élites du principe de préférence nationale. Cette politique et les accords économiques de la CE avec le monde arabe mena à la mise en place du regroupement familial en 1976 par le président français Valéry Giscard d'Estaing et dont le décret d'application fut signé par un certain Jacques Chirac. Le principe de préférence nationale, lui, fut aboli 5 ans plus tard, en 1981, par le gouvernement socialiste de François Mitterrand. Ces deux décisions ouvrirent la voie à l'immigration massive et à l'installation pérenne en Europe d'une population musulmane auparavant de passage. Quels étaient les objectifs respectifs des deux parties, européens et arabes? Dans cette corrélation entre secteurs économiques et politiques, l'on constate tout d'abord la différence de niveau entre les perspectives de la CE et celles de la Ligue arabe. La CE recherche le rendement économique, le profit, par une stratégie d'expansion sur les marchés pétroliers, commerciaux, industriels. Son action se caractérise uniquement par un pragmatisme affairiste de gestionnaires technocrates qui élaborent des programmes d'assistance et de développement régionaux, ainsi que des ventes massives d'armes, d'équipements nucléaires et industriels dans la course au profit. Pour les Arabes, le dialogue euro-arabe visait 3 autres objectifs plus importants. Premièrement, atteindre la parité économique et industrielle avec l'Occident par le transfert de technologies modernes, notamment militaires et nucléaires. Deuxièmement, implanter en Europe une importante population musulmane qui jouirait de tous les droits politiques, culturels, sociaux et religieux du pays d'accueil. Troisièmement, imposer les influences politiques, culturelles et religieuses de l'islamisme arabe aux pays européens, à travers une population immigrée restée politiquement et culturellement attachée à ces pays d'origine. Ce dernier point est prioritaire pour l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui rassemble 57 pays musulmans et dont la branche culturelle, l'ICESCO, œuvre pour la défense de la communauté musulmane, la Oumma, en Occident. Or, l'OCI est l'antithèse de l'Union européenne, car elle rejette la laïcité, elle rejette la liberté de pensée et de croyance, ainsi que la séparation du politique et du religieux. En revanche, comme l'Union européenne, l'OCI comprend de nombreuses institutions, parmi lesquelles une Cour internationale islamique de justice et une commission permanente des droits de l'homme, dont les principes sont tirés de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en islam de 1990. Ces institutions et tous les organes de l'OCI doivent se conformer aux valeurs islamiques et aux injonctions de la charia. L'OCI est unique dans sa conception et ses objectifs. Et comme le califat
Elle réunit les pouvoirs politiques, religieux et législatifs. Le dialogue euro-arabe est donc un instrument d'influence très précieux pour les États de la Ligue arabe et pour l'OCI, qui le mentionnent et le recommandent dans leurs conférences au sommet. Comment la collaboration entre le monde arabe amena-t-elle l'Europe à se compromettre ? L'emprise politique arabe sur l'économie de la CEE imposa rapidement au Conseil de l'Europe un alignement sur les directives politiques arabes vis-à-vis d'Israël. L'un des délégués arabes du DEA, M. Ibrahim Obaïd, directeur général du ministère saoudien du pétrole et des ressources minérales, exprima avec justesse l'esprit du DEA lors d'une réunion d'experts de la coopération euro-arabe en 1975 à Amsterdam. Je cite : « Ensemble, sur un pied d'égalité, les Européens et les Arabes peuvent, grâce à une stratégie d'interdépendance, aller de l'avant pour enlever l'épine de leur côté qu'est le problème israélien. » Dans sa déclaration intitulée « Conditions politiques préalables à la coopération avec l'Europe occidentale », M. Obaïd souligna que, dans l'intérêt de la paix, la communauté européenne devait cesser toute assistance militaire et économique à Israël et travailler à un retrait israélien des territoires arabes, dont Jérusalem est au premier rang. Il insista aussi sur le fait, je cite, que le conflit israélo-arabe et le problème pétrolier sont non seulement liés, mais inséparables. Sans le dit conflit, l'arme pétrolière n'aurait pas été déclenchée. Il affirme enfin qu'il était dans l'intérêt de l'Europe occidentale de tenter d'assumer un rôle plus actif au Moyen-Orient et que cela serait facilité si l'OLP était reconnu par la communauté européenne comme le représentant officiel des Palestiniens. Or, en légitimant l'OLP, l'Europe approuvait tacitement la charte de l'OLP de 1964 qui appelait à la destruction d'Israël. Rappelons que derrière un paravent de respectabilité, l'OLP n'a jamais cessé d'être une organisation terroriste, dont les activités prospérèrent à l'échelle internationale au cours des années 70 et 80, avec le massacre des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, l'explosion d'avions, les attaques et les meurtres de civils par le groupe armé Septembre Noir, et la guerre sanglante contre les chrétiens au Liban. Les Européens, malgré leur réticence, se conformèrent à la demande de la Ligue arabe de reconnaître Yasser Arafat comme le seul représentant des Palestiniens, conférant alors respectabilité et légitimité à ce sponsor du terrorisme international. Ennemi implacable de l'État d'Israël et des chrétiens libanais, et symbole du djihad arabe contre les infidèles. Ainsi, avec le soutien de la France, l'OLP fut admise dans divers organes de l'ONU. Les hommes d'État français de premier plan renforcèrent la légitimité naissante d'Arafat en le rencontrant dès 1975. La France fut également parmi les premiers pays européens à ouvrir un bureau de l'OLP à Paris. Il est intéressant de noter que le territoire israélien, conformément à l'idéologie du djihad, est considéré par les pays de la Ligue arabe comme appartenant à la Oumma, c'est-à-dire à une nation arabe, arabo-islamique, unie et indifférenciée. Les délégués de la Ligue arabe ont toujours fait référence à l'agression d'Israël, tout en se plaignant des guerres, des réfugiés et de la perte de territoire. Pourtant, ce sont bien les Arabes qui ont initié les guerres en 1948, en 1967, puis en 1973 pour anéantir Israël. La signification arabo-musulmane de l'agression d'Israël n'est qu'une expression de leur conviction que l'existence même d'Israël sur une terre considérée comme musulmane est une agression contre le dar al-Islam, le domaine de l'islam. La création d'un pseudo-peuple palestinien ex nihilo après l'embargo pétrolier arabe de 1973 conduisit l'Europe à lui créer une légitimité, une histoire et un droit équivalent et même supérieur à celui d'Israël, constamment nourri de propagande diabolisant Israël pour justifier sa nécessaire disparition. C'est ainsi que le Parti arabe exigea un engagement politique européen contre Israël, subordonnant l'aspect économique du dialogue euro-arabe au contexte politique de la guerre contre Israël. Le domaine économique fut ainsi intégré
dans la solidarité politique euro-arabe contre Israël. Childi Klibi, secrétaire général de la Ligue arabe, dans une conférence de presse qu'il donna à Paris en 1979, nous apprend de sa propre bouche comment le peuple palestinien fut inventé. Je cite, « C'est là où votre rôle d'Européen peut intervenir. Il faut commencer par remplacer la notion de réfugié par celle de peuple palestinien dans la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut également aboutir aux conséquences de cette modification de principe et faire que ce peuple soit en mesure d'avoir son État. C'est là où l'Europe peut jouer un rôle particulier, un rôle dynamique, un rôle moteur. Je ne peux pas vous dire dans quelle disposition se trouvent les responsables français, mais j'ai souhaité devant eux, devant le président de la République et devant le ministre des Affaires étrangères, j'ai souhaité que la France joue un rôle dans ce sens, et soit, à l'intérieur de la communauté européenne, une sorte de moteur, qu'elle assume un rôle de leader et que l'ensemble de la communauté européenne joue un rôle dans ce sens. 6 mois plus tard, le 13 juin 1980, les 9 reconnaissaient officiellement l'existence d'un peuple palestinien dans la déclaration de Venise. Ne pouvait-il pas en être autrement ? À la veille de la crise pétrolière de 1973, l'Europe occidentale n'apportait que 45% de son pétrole du Moyen-Orient. Au cours des années suivantes, les sources d'énergie d'approvisionnement se diversifièrent et la dépendance à l'égard du pétrole du Moyen-Orient diminua considérablement. De plus, les pays arabes étaient, eux, totalement dépendants de la vente de leur pétrole et de leur gaz naturel, principale source de revenus de l'État pour beaucoup d'entre eux. Cette dépendance économique était une contrainte sévère pour les pays arabes, producteurs, dont le développement dépendait grandement de l'Occident, qui leur fournissait des importations vitales, ainsi qu'une formation industrielle et technologique, notamment pour l'industrie pétrolière. La CE aurait donc pu conserver son autonomie politique. Cependant, malgré sa position favorable vis-à-vis des pays arabes, la CE choisit de construire une politique étrangère alignée sur les objectifs de la Ligue arabe. Par la suite, malgré la diminution de la dépendance de l'Europe occidentale à l'égard du pétrole arabe, le soutien de l'Union européenne à une politique arabe pro-palestinienne se renforça au fil des ans. Cette situation indique que les besoins en pétrole étaient secondaires par rapport aux objectifs politiques, c'est-à-dire le soutien à la politique arabe contre Israël pour favoriser l'émergence d'un contrepoids euro-arabe à l'Amérique et à l'URSS. Tels étaient les objectifs premiers de la politique arabe de la CE. Remarquons que la volonté de se préserver de la menace du terrorisme international palestinien, comme le flux constant de pétrodollars et d'opportunités commerciales, prévalurent, et prévalent encore, dans l'élaboration de la stratégie européenne. C'est sur ces bases viciées, et à la suite du second choc pétrolier lié à la révolution iranienne, qu'un symposium s'ouvrit à Rimini, en Italie, le 30 septembre 1979, dont l'intitulé fut « Europe, monde arabe, de l'affrontement sur le pétrole à la coopération pour un nouvel ordre économique », et qui rassemblait des représentants de la CE, de la Ligue arabe et de l'OPEP. Mohamed Jazir Hassan, sous-secrétaire à la planification au ministère irakien du pétrole, y rappela l'importance de la Palestine pour la stabilité des relations euro-arabes. Le lien entre le pétrole et l'OLP s'exprima clairement dans la menace suivante. Je cite : « Notre coopération devrait donc être fondée sur la morale des principes éducatifs afin que l'Europe joue son rôle pour mettre fin à l'injustice et rétablir les droits du peuple palestinien. Si ces objectifs ne sont pas respectés, il sera difficile pour l'Europe de garantir ses approvisionnements en pétrole. » La critique d'Israël fut progressivement intégrée aux intérêts stratégiques et économiques de l'Europe. Elle devint même un élément central de la politique des gouvernements de coalition socialistes et communistes français, activement impliqués dans la création d'un bloc euro-arabe hostile aux États-Unis et à Israël. Quel fut l'impact de cette politique sur les fondements moraux et civilisationnels de l'Europe ? Cette politique sema en Europe les premières graines de dimitude, c'est-à-dire de soumission à l'islam. La position de force des pays arabes vis-à-vis de l'UE
accélérera également la désintégration des communautés juives et chrétiennes orientales, les dhimmis du Moyen-Orient. Des intégrations qui aujourd'hui encore passent largement inaperçues dans les médias européens en raison de la conformité européenne à la guerre de propagande arabe et islamique. En s'enrôlant implicitement dans le djihad arabe contre Israël sous des étiquettes telles que paix et justice pour les Palestiniens, l'Europe a sciemment abandonné ses valeurs et sapé les racines de sa propre civilisation judéo-chrétienne. Elle a même porté un coup mortel au christianisme oriental, abandonnant les chrétiens du Liban, massacrés par les Palestiniens entre 1975 et 1983, ceux du Soudan, victimes du djihad et de l'esclavage, et tous les chrétiens du monde islamique, subissant les persécutions mandatées par le système de la charia, la loi divine islamique, et de la dhimma, le régime juridique auquel sont soumis les non-musulmans en terre d'islam. De même qu'aujourd'hui, l'UE abandonne les Arméniens chrétiens envahis par l'Azerbaïdjan, toujours pour le pétrole, mais surtout pour ne pas contrarier les pays musulmans. L'indifférence de l'Europe à l'égard de la violence contre les chrétiens et les juifs dans les pays du Moyen-Orient et sur son propre sol, alors que les dirigeants européens s'inquiètent et s'excusent à la moindre offense aux critiques de l'islam, confirment également, pour les musulmans, la décadence de l'Europe et la supériorité de l'islam. Et que penser d'autres lorsqu'une immense mosquée est construite à Rome, alors qu'il n'y a pas une seule église, ni une seule synagogue en Arabie Saoudite? Sur le sol européen, la politique euro-arabe planifiée par de nombreuses organisations s'est efforcée, et s'efforce encore, de légitimer la colonisation musulmane croissante de l'Europe, en invoquant des siècles de présence musulmane dans les pays européens. En 2010, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe affirma ainsi, je cite, « Les musulmans sont chez eux en Europe, où ils sont présents depuis des siècles, comme l'indique l'Assemblée dans sa recommandation sur la contribution de la civilisation islamique à la culture européenne. » La domination musulmane, que ce soit dans la péninsule ibérique ou dans les Balkans, est décrite comme une gouvernance bienveillante et éclairée. L'islam, dans cette perspective, trouve une légitimité historique en Europe. Ce n'est plus un intrus hostile qui s'impose par la violence et la conquête, mais une composante historique de l'Europe, ce qui légitime donc l'accord aux pays musulmans d'un statut privilégié comme source d'immigration vers l'Europe. Or, qu'en est-il réellement? L'âge d'or fantasmé de l'Espagne musulmane à l'Andalou fut-il un âge d'or de tolérance sous la houlette bienveillante de l'islam? Alors justement, la vie en terre d'islam, l'exemple de l'Andalousie, âge d'or ou chimère? Dans les régions sous contrôle islamique, les juifs et les chrétiens étaient tolérés comme dhimmis. De par ce statut juridique, il leur était interdit par la loi islamique de construire de nouvelles églises ou synagogues ou de restaurer les anciennes. Le juriste andalou Ibn Abdoun fut l'auteur d'un célèbre traité juridique qui fut utilisé par les autorités de Séville et qui offre une très bonne description de la vie en terre d'islam. On y apprend que les juifs et les chrétiens, étant le parti de Satan, devaient être détestés et évités. Séparés dans des quartiers spéciaux, ils devaient porter des vêtements distinctifs, qui les distinguaient facilement. Soumises à la djizya, c'est-à-dire à une taxe spéciale imposée par la loi islamique pour racheter leur vie, ainsi qu'à d'autres lourdes rançons, la paysannerie chrétienne formait une classe servile attachée aux domaines arabes. De plus, si un dhimmi faisait du mal à un musulman, toute la communauté perdait son statut de protection, la laissant ouverte au pillage, à l'esclavage et au meurtre arbitraire. Telle est la réalité du statut de dhimmi. Hier, comme aujourd'hui, dans les pays musulmans gouvernés par la charia, juifs et chrétiens doivent reconnaître la supériorité de l'islam. Toute critique de la charia entraîne des sanctions sévères. Les dhimmis ont alors appris à adopter un langage servile et un comportement obséquieux par peur des représailles et pour leur propre préservation. Des lois spécifiques ordonnent l'infériorité permanente et l'humiliation des dhimmis. Leur vie est généralement moins valorisée que celle d'un musulman, de moitié, et la moitié encore pour les femmes dhimmis.
La peine pour meurtre est beaucoup plus légère si un dhimmi en est la victime, et de même, les peines pour les infractions sont inégales entre musulmans et non-musulmans. Il est interdit à un dhimmi de posséder des armes et de se défendre s'il est agressé physiquement par un musulman. Il ne peut que demander grâce. Il est privé de 2 droits fondamentaux, le droit de légitime défense contre l'agression physique et le droit de se défendre devant un tribunal islamique, qui refuse le témoignage dhimmi en relation avec un musulman. Les dhimmis peuvent en revanche être jugés selon leur propre législation. Cependant, la législation dhimmi n'est pas reconnue par les tribunaux musulmans, dont les jugements priment sur les décisions juridiques des dhimmis. Dans l'Espagne musulmane, il était interdit aux dhimmis d'avoir autorité sur les musulmans, de posséder ou d'acheter des terres, d'épouser des femmes musulmanes ou d'avoir des esclaves ou des serviteurs musulmans. Dans le domaine social, ils devaient être reconnaissables à leurs vêtements, dont la forme, la couleur, la texture étaient prescrites de la tête aux pieds. L'emplacement, la couleur et la taille de leur maison étaient également strictement réglementés. Monter à cheval ou à dos de chameau était interdit aux dhimmis, car ces animaux étaient trop nobles pour eux. Un âne pouvait être monté, mais seulement à califourchon, et les selles de bas uniquement étaient autorisées. Lorsqu'il apercevait un musulman, le dhimmi devait descendre de sa monture. Un dhimmi devait se dépêcher dans les rues, passant toujours sur le côté gauche, réputé impur lorsqu'il croisait un musulman, et était souvent forcé de se mettre dans le caniveau. Il devait marcher humblement, les yeux baissés, accepter les insultes sans répondre, rester dans une attitude douce et respectueuse en présence d'un musulman et lui laisser la meilleure place. S'il était admis dans un bain public, chose interdite dans de nombreuses régions comme le Maroc, le dhimmi devait porter des cloches pour signaler sa présence. La lapidation des juifs et des chrétiens n'était pas inhabituelle dans le domaine musulman, en particulier dans les régions habitées par les Arabes. De même, le dédain, les insultes, les attitudes irrespectueuses à leur égard étaient chose courante. Dans d'autres pays, certaines règles régionales représentaient une aggravation de ce schéma. Au Maroc et au Yémen, les juifs n'avaient pas le droit de porter de chaussures en dehors de leurs quartiers séparés. En Iran, juifs et chrétiens, considérés comme impurs, ne pouvaient pas sortir dans la rue les jours de pluie. En Espagne, le statut humiliant imposé aux dhimmis et la confiscation de leurs terres provoquèrent de nombreuses révoltes, punies de massacres, comme à Tolède en 761 et 797. Après une autre révolte tolédienne en 806, 700 habitants furent exécutés. Des insurrections éclatèrent aussi à Saragosse, à Cordoue, à Mérida, à Tolède toujours, tout au long du 7e siècle. Les insurgés furent crucifiés, comme prescrit dans le Coran, un châtiment encore appliqué au Soudan aujourd'hui. La révolte de Cordoue de 818 fut, elle, écrasée par 3 jours de massacre et de pillage, avec 300 notables crucifiés et 20 000 familles expulsées. Contrairement au mythe dominant, l'Andalousie musulmane, Al-Andalus, représente la terre de djihad par excellence. Car la dhimmitude perpétue un état permanent de guerre et de haine, et est à l'opposé d'une pratique gracieuse de la tolérance. Elle n'a de positif que de préserver le juif et le chrétien de la mort immédiate. En cela, la dhimmitude n'est qu'un état de suspension et non de suppression des châtiments du djihad. Concernant le principe même de djihad, rappelons que lors de la conférence islamique de Fès en 1980, Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc, dans son discours, déclara que l'importance du djihad dans l'islam ne résidait pas seulement dans les guerres de religion, mais qu'il s'agissait surtout d'une action politique, stratégique, d'une guerre psychologique qui, s'il était employé par l'ensemble de la Oumma, assurerait la victoire sur l'ennemi. En outre, lors de la 3e conférence islamique au sommet, réunie à la Mecque en janvier 1981, il fut rappelé solennellement que le saint djihad est le devoir de tout musulman, homme ou femme, ordonné par la charia et les glorieuses traditions de l'islam. Plus près de nous, le 6 octobre 2001, le cheikh Houadji Hamzeh Al-Ghazawi, s'exprimant de l'une des principales mosquées de la Mecque, donna la définition islamique de la terreur. Cette terreur, qui est autorisée selon la charia,
et qui doit terrifier les lâches, les hypocrites, les laïcs, les rebelles, en imposant les punitions d'Allah décrites dans la loi religieuse. La signification du terme terreur ou terrorisme, utilisé par les médias occidentaux, est, en islam, considérée comme le djihad pour l'amour d'Allah. Nombre d'érudits religieux musulmans considèrent d'ailleurs le djihad comme le 6e pilier de l'islam. Et bon nombre de dirigeants musulmans ne reconnaissent pas les djihadistes et les kamikazes comme des terroristes, mais seulement comme des combattants de la liberté. Nous retrouvons aussi ce phénomène jusque dans les rangs de la gauche française et de l'Agence française de presse. Enfin, en 2016, d'après le témoignage de Petros Mouché, archevêque syriaque catholique de Mossoul et des villages de la plaine de Ninive, lorsque Daesh s'installa à Mossoul, le califat islamique donna aux chrétiens d'Irak et de Syrie le choix entre la conversion à l'islam, l'exil et l'abandon de leurs biens. Ce fut le sort réservé par Mahomet à la tribu juive médinoise des Kaïnouka en 624. Ou encore l'extermination des hommes par décapitation et la mise en esclavage des femmes et des enfants. Ce fut le sort réservé par Mahomet lui-même à la tribu juive des Kouraïza en 627. Ou enfin, le rachat de leur vie par le paiement d'un tribut, la djizya, et la soumission à l'autorité islamique avec cession de leur territoire. Ce fut le sort réservé par Mahomet à la tribu juive des Kaïbars en 628, et c'est l'origine de la condition des dhimmis. Ceux que l'on nomme en Occident islamistes ne font que suivre l'exemple de leur prophète Mahomet et appliquer scrupuleusement les lois de l'islam. Comment s'exprime cette dimitude, cette soumission à l'islam chez nos élites européennes? Malgré la réalité manifeste et violente de l'islam, en septembre 1991, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe tint un débat sur la contribution de la civilisation islamique à la culture européenne, avec des membres de l'université Al-Azhar du Caire. L'Assemblée conclut que l'islam avait souffert et souffrait encore de fausses représentations à travers des stéréotypes hostiles et que les Européens n'avaient pas assez conscience de l'importance de la contribution passée de l'islam ni du rôle potentiellement positif de l'islam dans la société européenne d'aujourd'hui. L'Assemblée recommanda alors au comité des ministres de la communauté européenne d'accorder plus d'importance au monde musulman dans le programme intergouvernemental du Conseil de l'Europe. 30 ans plus tard, la même Assemblée vote des résolutions écrites en écriture inclusive pour lutter contre l'islamophobie, accusation vouant aux gémonies tous ceux qui oseraient critiquer l'islam. En ce qui concerne l'éducation, l'Assemblée recommanda que l'histoire de l'islam soit incluse dans les programmes d'enseignement et les manuels scolaires, sur le modèle du projet de recherche intitulé « L'islam dans les manuels scolaires », avec une approche prétendument objective. À ce titre, un rapport du dialogue euro-arabe daté de 2010 nous apprend que sous l'égide du Conseil de l'Europe, l'INRP, qui est notre Institut national de recherche pédagogique, s'est associé à la sulfureuse ICESCO pour réviser le contenu des manuels scolaires, afin d'en chasser les stéréotypes, les malentendus et les non-dits sur l'islam. Ainsi, en France, la réforme des programmes scolaires du collège de 2015 rendit obligatoire l'étude de l'islam, mais facultative celle du christianisme médiéval. Par ailleurs, cette réforme donna la part belle à la repentance et à la haine de soi en se focalisant sur l'étude des drames de notre histoire, esclavage, colonisation, Shoah, et en survolant ou dénigrant ses grandes heures et ses gloires, de Louis XIV à Napoléon, en passant par l'humanisme et les Lumières. Nous pouvons donc constater la mise en œuvre patiente et effective des recommandations relatives à l'islam formulées en 1991 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Par ailleurs, la même Assemblée ordonna que l'enseignement de l'arabe dans les écoles européennes soit étendu, ainsi que la recherche scientifique sur les questions islamiques. Elle indiqua que le nombre de chaires arabes et islamiques dans les universités devait être augmenté, afin que l'islam puisse être inclus dans les études générales, avec par exemple des sections sur l'histoire et la philosophie islamique dans les départements d'histoire et de philosophie,
ou avec l'étude du droit islamique dans les départements de droit, et ainsi de suite. L'Assemblée parlementaire estime en outre que des lieux d'expression culturelle musulmans étaient nécessaires pour les immigrants, de façon à préserver leur culture, ce qui est à l'opposé du principe d'assimilation. Une coopération plus poussée devait être recherchée avec des instituts tels que l'Institut occidental de la culture islamique de Madrid ou l'Institut du monde arabe de Paris. Les participants allèrent jusqu'à souligner, je cite, « la dette que les Européens ont envers le patrimoine culturel de l'islam ». Ainsi, l'Assemblée adopta de nombreuses recommandations concernant le développement des études arabes et islamiques dans les différents domaines tels que l'éducation, les médias et la culture. On ne peut qu'être troublé par les similitudes frappantes entre les résolutions prises à Strasbourg en 1975 par l'Association parlementaire pour la coopération euro-arabe et ses recommandations énoncées en 1991. Résolutions qui servirent elles-mêmes de référence à d'autres prises en 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cela témoigne de la remarquable continuité dans la politique européenne de rapprochement avec les pays musulmans, qui mena à l'islamisation que nous connaissons aujourd'hui. Par ailleurs, dans les années 90, les représentants arabes demandèrent l'ouverture des universités européennes aux étudiants musulmans et le transfert de technologies occidentales. Ils considérèrent ces demandes parfaitement raisonnables, à la lumière du fait, admis par tous, que la culture européenne avait une origine arabo-musulmane. Ces demandes furent intégrées dans la déclaration de Barcelone de 1995, qui marqua un tournant important dans la politique méditerranéenne de l'UE, car il fut le point de départ du partenariat euro-méditerranéen nommé Euromed, qui élargit le cadre des relations politiques, économiques et surtout socio-culturelles entre les pays partenaires. Fidèle à cet esprit de soumission à l'islam, le ministre britannique des Affaires étrangères, Robin Cook, s'exprimant au centre Ismaili à Londres, le 8 octobre 1998, déclara, je cite, « C'est le plus merveilleux rappel, au cœur même de Londres, que les racines de notre culture ne sont pas seulement d'origine grecque ou romaine, mais aussi islamique. L'art islamique, la science et la philosophie ont contribué à façonner qui nous sommes et comment nous pensons. » Après avoir souligné la dette que notre culture doit à l'islam, il ajouta, je cite, que l'islam a jeté les bases intellectuelles d'une grande partie de la civilisation occidentale. Insistons sur le fait que les affirmations de Cook sont sans aucun fondement, car l'islam a en fait hérité de la majeure partie de ses connaissances de la Grèce, de Rome, des civilisations judéo-chrétiennes, perses et hindoues que les musulmans ont conquises et colonisées, et sur lesquelles ils ont construit leurs propres contributions. Au Moyen-Âge, la science, la littérature, les arts byzantins ont prospéré en Anatolie et dans les régions des Balkans, atteignant l'Italie, l'Arménie, avec un éclat que les califes arabes abbassides et andalous enviaient, comme il en ressort des textes musulmans contemporains. Comme indiqué précédemment, un dhimmi doit tout d'abord reconnaître la supériorité de l'islam et s'humilier soi-même. Ces déclarations correspondent parfaitement à cette définition. Nous pourrions d'ailleurs ajouter des déclarations plus récentes, comme celle de notre président Emmanuel Macron, lorsqu'il ose dire à la télévision algérienne en février 2017, je cite, « La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Cela fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. » Ou encore, lors d'un déplacement à Lyon, lorsqu'il assène, je cite, « Il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France », laissant implicitement toute sa place à la culture islamique. A contrario, depuis 20 ans, toute référence aux sources chrétiennes de l'Europe sont tues, sans parler de ses racines judéo-chrétiennes retirées du préambule de la Constitution européenne, à la demande pressante de Jacques Chirac, encore lui, pour des raisons prétendument laïques, mais surtout pour ne pas offenser les immigrés musulmans ainsi que les pays partenaires du dialogue euro-arabe. Il est vrai que les musulmans rejettent le terme de civilisation judéo-chrétienne
et le remplace par civilisation abrahamique. Car de cette façon, comme Abraham est musulman selon le Coran, il s'ensuit que la civilisation occidentale n'inclut pas seulement une dimension islamique, mais est islamique dans son essence à travers Abraham, le prophète musulman. Cette politique de remplacement d'une identité judéo-chrétienne par une identité musulmane, menée avec la complicité des instances européennes dans une folle promotion d'une société multiculturelle, a ouvert la voie à l'islamisation de l'Europe. Islamisation qui est théorisée et mise en œuvre au niveau mondial par l'ICESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, une sorte d'UNESCO islamique. Il s'agit de la branche culturelle de l'OCI, la fameuse organisation de la coopération islamique qui regroupe 57 États musulmans dans le monde. En 2009, l'ICESCO a revu et corrigé le contenu du document présentant sa stratégie de l'action culturelle islamique en Occident, datant, elle, des années 2000. À la lecture de ce document, dont je fais une présentation vidéo détaillée sur YouTube que je vous invite à visionner, il apparaît clairement que la stratégie et l'action de l'ICESCO s'opposent à l'assimilation des populations musulmanes aux peuples des pays d'accueil et œuvrent au contraire pour préserver et étendre ces spécificités culturelles et civilisationnelles en Europe notamment. Comment s'exprime justement cette dimitude dans les politiques européennes ? En premier lieu, la soumission européenne s'exprime au niveau de la démographie. La politique d'immigration de la CE a encouragé la volonté arabe d'islamiser l'Europe. Les vrais chiffres de cette immigration sont cachés au public, comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Mais bien qu'il soit difficile d'établir des chiffres exacts, nous pouvons néanmoins établir des tendances. D'ici à 2050, la part des musulmans dans la population européenne pourrait doubler, voire tripler, comme l'affirme une étude du Pew Research Center publiée en 2017. Du fait d'une accélération des mouvements de migration et de la forte fécondité des femmes musulmanes, les prévisions actuelles tablent sur une augmentation spectaculaire au cours des décennies à venir. Les musulmans pourraient alors représenter plus de 20% de la population de certains pays européens, d'ici 2050. L'exportation de la culture des immigrants vers les pays d'accueil, une faveur exorbitante et unique dans l'histoire d'immigration, a été intégrée dans les accords de la CE et la Ligue arabe en tant que droit inaliénable des immigrants, ce qui a créé un obstacle évident à leur intégration. D'autant plus que les liens avec les pays d'origine sont encouragés, voire soutenus par des accords culturels, politiques et économiques au niveau international. De plus, les agents européens du dialogue euro-arabe ont utilisé l'antiracisme pour éviter toute discussion sur l'insécurité, la criminalité, le fanatisme religieux de certaines couches d'une population qui refuse de s'intégrer. L'infrastructure culturelle du DEA a permis aux immigrés d'importer en Europe leur bagage culturel traditionnel, avec ses préjugés contre les chrétiens, les juifs, les femmes, l'Occident et Israël. C'est au cours de ces années que le thème de djihad a été ressuscité, afin de nourrir l'activisme terroriste de bon nombre d'immigrés qui sont devenus les véhicules de ce djihadisme pour le diffuser en Europe, avec la collusion silencieuse des politiciens, des médias et de tout l'appareil culturel du dialogue euro-arabe. Sur le plan international maintenant, la politique du dialogue euro-arabe a conduit l'UE à défendre les causes musulmanes et en particulier les Palestiniens à chaque occasion, en jouant des complexes et de la culpabilité des Européens concernant la Shoah. La répression infligée par les Israéliens aux Palestiniens est comparée à celle des nazis sur les Juifs. Évidemment, le martyre du Juif ou du chrétien dans son propre pays, sous le système de la dimitude, n'entre pas dans cette image soignée d'équivalence morale. En outre, depuis 40 ans, la culpabilité induite par la Shoah est utilisée pour assimiler les inquiétudes et les réserves concernant l'immigration musulmane à du racisme et à la xénophobie qui fut à l'origine des persécutions puis de l'extermination des Juifs en Europe. Toute personne émettant une critique de l'immigration devenant alors immédiatement un ignoble fasciste. La politique internationale de la France et de l'Europe fut clairement énoncée par le président français Jacques Chirac, toujours lui, lorsqu'il réaffirma les grandes lignes de la politique induite par le dialogue euro-arabe,
dans son discours à l'Université du Caire le 8 avril 1996. Il y a solennellement déclaré que la position de la France vis-à-vis du monde arabe devait être la pierre angulaire de sa politique étrangère. La France, a-t-il déclaré, s'efforcera d'inclure toute l'Europe dans la construction d'un partenariat euro-arabe d'égal à égal. Chirac affirmait que des intérêts communs liaient les destinées arabes et européennes. À leur association culturelle et économique, a-t-il souligné, les deux parties devraient également ajouter une grande ambition politique qui les lierait. Il voyait dans le développement des liens politiques puissants entre l'Europe et les pays arabes un moyen de renforcer leurs relations. Chirac réaffirma que le processus de paix au Moyen-Orient était une priorité pour la France ainsi que pour toute l'Europe et les pays arabes. Il souligna également le rôle majeur joué par l'Union européenne dans ce processus à travers sa contribution financière massive à l'autorité palestinienne, qui s'élève à plus de la moitié de son budget. Après l'auto-humiliation, nous trouvons là le second critère de dimitude, le paiement de la jizya, car les sommes énormes que l'UE verse aujourd'hui encore aux pays arabes méditerranéens et aux Palestiniens constituent cet autre acte de soumission par le versement d'un tribut exigé pour sa sécurité au sein du Dar al-Soul, le domaine de l'Alliance, comme au temps de l'Empire ottoman avec les royaumes chrétiens vassaux. Néanmoins, malgré la contribution en milliards des contribuables européens aux régimes arabes pour leur fournir des services et améliorer leur économie et leurs compétences, l'hostilité anti-occidentale n'a fait qu'augmenter au sein de leur population, alimentée par la frustration de leur société défaillante, comme le confirment les rapports des Nations Unies sur le développement humain. Par ailleurs, à l'initiative du député européen François Zimray, une équipe d'inspecteurs de l'OLAF, l'Office de lutte antifraude de l'Union européenne, est arrivée à Jérusalem fin janvier 2004 pour enquêter sur la mauvaise affectation des fonds de l'UE par l'autorité palestinienne. Selon la BBC, l'ancien ministre palestinien Abdel Fattah Hamayel a admis avoir versé plus de 40 000 $ par mois en frais de subsistance aux hommes armés des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Entre 1995 et 2000, selon le FMI, 90 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de dollars, ont été détournés dans des pratiques de corruption. Javier Solana, le commissaire européen à la politique étrangère et à la sécurité, a cependant déclaré que le devoir de l'Europe était d'aider l'autorité palestinienne, ajoutant que si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. En fait, l'autorité palestinienne est la création de l'Europe, tout comme le statut international d'Arafat en tant que dirigeant de l'OLP pendant 30 ans. Rien que sur la période 2021-2024, l'UE a octroyé plus d'1 milliard d'euros à la Palestine sans s'assurer de la destination réelle des fonds. L'université de Gaza a reçu de l'UE près de 2 millions d'euros depuis 2014. Or, cette faculté, fondée par les frères musulmans, est extrêmement proche du Hamas et a même confié à l'un de ses chefs des postes de responsabilité. Aujourd'hui encore, malgré les horreurs perpétrées par le Hamas en Israël, l'Europe et la France continuent en toute connaissance de cause de financer indirectement ce mouvement islamiste terroriste. Au sein même de nos sociétés, le principe de la jizya et de la dimitude se manifeste dans le système social européen. Contrairement à l'idée selon laquelle l'immigration serait une aubaine pour l'activité économique, de nombreux immigrants se retrouvent sur la liste de l'aide sociale de leur pays d'accueil. En France et en Allemagne, on estime que 40 à 50% des jeunes musulmans sont au chômage, sans être pauvres, car ils profitent d'un large éventail de prestations sociales qui sont considérées par bon nombre de musulmans comme de la jizya, au même titre que les dizaines de milliards d'euros déversés dans les banlieues islamisées dans le cadre de politiques de la ville aussi coûteuses qu'inutiles. En versant des centaines de millions d'euros d'aide au régime du Moyen-Orient, l'Europe a tenté de repousser la menace du djihad visant le Dar al-Harb, domaine de la guerre, en optant pour l'apaisement et la collusion avec les mouvements intégristes comme les frères musulmans qu'elle subventionne largement, voire avec le terrorisme international comme l'OLP, tout en imputant les tensions mondiales à Israël ou à l'Amérique, afin de préserver sa position de collaboration subordonnée, voire de capitulation vis-à-vis des islamistes. Comment s'exprime cette dimitude à l'heure du terrorisme, du djihad et de la guerre entre Israël et le Hamas ?
Les notables eurabiens, de Chirac, Solana, Prodi, à Macron, Merkel et autres van der Leyen, n'ont cessé de souligner la centralité de la cause palestinienne pour la paix mondiale. Comme si une plus grande diffamation européenne d'Israël changerait quoi que ce soit dans le djihad mondial mené en Afrique, en Asie et aujourd'hui en Europe. De leur point de vue, l'existence même d'Israël, et non cette poussée djihadiste génocidaire, est une menace pour la paix. En fait, cette collusion euro-arabe apparaît principalement dans les textes arabes. Dans les sources européennes, il est soigneusement déguisé en une préoccupation humanitaire pour la population civile palestinienne en souffrance, les mères, les enfants, faisant mine d'ignorer que les pères, eux, mènent le djihad contre Israël et l'Occident. Les stratèges de l'UE ont critiqué les réactions d'Israël à la guerre terroriste palestinienne, alléguant que de telles ripostes, qu'une telle résistance alimentait le terrorisme. Les mots « occupation » et « apartheid » ont été continuellement répétés par les réseaux de propagande de l'UE pour atténuer l'horreur des meurtres perpétrés par les Palestiniens sur les civils israéliens. Chaque crise en Occident, entre l'Occident et le monde arabe, déclenche une démarche pro-arabe, voire anti-israélienne, de la part de l'Europe et notamment de la France, pour apaiser la partie arabe. Parallèlement, l'UE et la France a toujours minimisé le terrorisme islamiste, non seulement jadis celui d'Arafat contre Israël, mais aussi celui qui a cours sur notre sol, du Bataclan aux émeutes urbaines de l'été 2023. Longtemps, la France et l'UE refusèrent de considérer le Hamas comme un mouvement terroriste, malgré les déclarations de Sachar déclarant son attachement à la destruction d'Israël et aux actes terroristes. Ce n'est qu'en septembre 2003, lors d'une réunion de l'UE, que ces faits furent reconnus à contre-cœur. Le gouvernement français a de même longtemps refusé d'inscrire le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Ce jusqu'en 2019. Le Premier ministre socialiste Lionel Jospin fut à l'époque sévèrement réprimandé par le président Chirac pour avoir qualifié le Hezbollah de mouvement terroriste. Il en va de même aujourd'hui à propos de l'organisation des Frères musulmans, considérée comme organisation terroriste par de nombreux pays dont l'Autriche, mais pas par l'Union européenne ni par la France, qui, d'après un rapport du Sénat, accueille sur son sol près de 55 000 membres de la confrérie, et dont l'Institut européen des sciences humaines, IESH, basé à Château-Chinon, reste en charge de la formation des imams, alors qu'elle dépend de la Fédération des organisations islamiques en Europe, liée aux Frères musulmans. Rappelons que le Hamas et les Frères musulmans partagent la même devise et les mêmes objectifs. Pour en revenir sur le conflit israélo-palestinien, le plus tragique est que le différend aurait pu être réglé il y a des décennies par un ajustement des frontières et l'intégration des réfugiés arabes et juifs par chaque partie dans un échange de population comme ce fut fait lors de la séparation de l'Inde hindouiste et du Pakistan musulman en 1947. Mais le conflit israélo-arabe a été maintenu en vie par l'imposition de conditions inacceptables à Israël et à cause du soutien européen aux dirigeants arabes les plus radicaux. Et ce, pour une bonne raison, qui fut clairement formulée dans le document programmatique des Frères musulmans, retrouvé par la police suisse lors d'une perquisition à Lugano en 2001. Ce document daté de 1982 et intitulé « Vers une stratégie mondiale pour la politique islamique » proposait entre autres d'étudier les juifs, ennemis des musulmans, et de cultiver la rancœur et l'hostilité à leur encontre. La cause palestinienne est ainsi considérée, je cite, comme la clé de voûte de la renaissance islamique, car elle entretient dans le cœur des musulmans la flamme du djihad et le refus de toute coexistence pacifique. Les événements actuels et les propos que l'on a pu entendre dans les manifestations pro-palestiniennes à travers l'Europe leur donnent, hélas, raison. Or, l'Europe a participé à cela en répétant pendant des années et aujourd'hui encore la rhétorique arabe concernant la création d'un État d'Israël, ignorant volontairement le fait que la Jordanie avait été créée en 1922 par la Grande-Bretagne à partir de la zone palestinienne sous mandat avec une population majoritairement musulmane, tandis que le Liban avait lui été créé par la France en 1920
à la demande des populations chrétiennes maronites pour séparer des communautés qui ne peuvent vivre ensemble dans la paix du fait de l'islam. La création d'un État juif en Palestine avait, elle, été envisagée dès 1917 par la couronne britannique dans la déclaration de Balfour, puis entérinée lors de la signature de l'accord judéo-arabe Faysal-Weizmann 1919, accord hélas resté lettre morte depuis. En conclusion, ceux que l'on nomme aujourd'hui Palestiniens ont vocation à devenir Jordaniens. Les vrais Palestiniens étant, comme indiqué dans la Bible depuis 2000 ans, les Juifs. Du dialogue euro-arabe à Eurabia, quel avenir pour l'Europe? La réponse nous fut donnée par Romano Prodi, alors président de la Commission européenne, lorsqu'il affirma en 2003 que la construction d'une nouvelle Europe impliquait un partenariat euro-méditerranéen fort sur un pied d'égalité. Pour ce faire, il promit une fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue interculturel, appelée aujourd'hui Fondation Anna Lindh, qui est, je cite, un instrument crucial pour un dialogue actif et opérationnel. Cette nouvelle fondation, expliqua M. Prodi, permettra d'ajouter un principe de copropriété à travers une structure commune de l'Union avec ses partenaires. La fondation répond donc à la volonté de concrétiser le principe de copropriété et de développer un sentiment d'appartenance en favorisant les échanges culturels et intellectuels et surtout en impliquant dans les pays européens et arabes des faiseurs d'opinion engagés, c'est-à-dire les médias. Le 15 octobre 2003, 2 jours après le discours de Romano Prodi, un groupe consultatif créé à son initiative publia un rapport intitulé « Dialogue entre les peuples et les cultures dans l'espace euro-méditerranéen ». Ce rapport définit les objectifs et les fonctions de la Fondation. Il rassura les pays arabes, désignés aussi comme pays du Sud, en montrant que l'élargissement de l'UE à l'Est travaillerait à l'avantage des pays arabes à travers une politique de voisinage. Ce rapport fit en effet valoir que les nouveaux États membres de l'UE pourraient eux-mêmes devenir des terres ouvertes à l'immigration musulmane, une préoccupation majeure pour les États arabes désireux de garder l'Europe comme débouché pour leur croissance démographique rapide. Et de poursuivre, je cite, « La Fondation s'efforcera de consolider une unité culturelle méditerranéenne. À cette fin, le dialogue doit être, je cite, « cimenté par la conscience et la compréhension mutuelle entre les sociétés et les peuples, qui développent une perception et un sentiment de destin partagé. » Le groupe consultatif créé par Prodi affirma qu'au cours du prochain demi-siècle, les deux parties de la zone euro-méditerranéenne, c'est-à-dire européenne et arabe, auraient intégré et accordé leur façon de vivre au quotidien. Ce que confirment en effet les agents de nos services de renseignement bien informés sur le sujet. En 2008, Nicolas Sarkozy relança le processus d'intégration initié à Barcelone avec la création d'un nouvel avatar, l'Union pour la Méditerranée, officiellement lancé le 13 juillet 2008 à Paris. Nous pouvons en déduire que l'objet de la politique euro-méditerranéenne n'est rien de moins, à terme, qu'une intégration euro-arabe complète, ce que nous nommons Eurabia. Nous comprenons mieux pourquoi l'immigration est un sujet tabou en France et en Europe, et pourquoi les frontières de l'Union européenne sont si obstinément ouvertes aux migrations afro-musulmanes, malgré l'opposition des peuples d'Europe. Quel bilan tirer des politiques européennes à l'égard du monde arabe? Aujourd'hui, quel bilan tirer en effet de cette coopération euro-méditerranéenne? L'Europe a-t-elle réussi à apporter la démocratie, l'état de droit et le respect des autres religions au monde musulman? Le partenariat a-t-il rendu l'Europe plus sûre? Les milliards d'euros des contribuables européens ont-ils abouti aux réformes économiques, politiques et sociales indispensables à la modernisation du monde musulman? Le monde musulman est-il prêt à renoncer à son concept du dar al-Islam, le domaine de l'islam, opposé au dar al-Harb, le domaine de la guerre, et à accepter des critiques légitimes de ces dogmes? Les musulmans admettent-ils que le djihad n'est pas une guerre de libération, mais plutôt une guerre pour la domination du monde? Tout au contraire. L'aveuglement des dirigeants de l'UE a amené la menace djihadiste au cœur de l'Europe.
Alors que les autorités européennes nient l'existence d'une guerre terroriste islamique sur leur continent, la police et les soldats doivent patrouiller dans ces villes, ces gares, ces aéroports, protéger ces écoles, ces églises, ces synagogues. Cette réalité, plus l'inquiétude du public, conduit à la conclusion qu'en fait, l'Europe est dans une guerre qu'elle ne veut pas reconnaître ni mener, préférant maintenir l'illusion de la paix. Parce que l'histoire du djihad et de la dimitude est niée et remplacée par des récits mythiques, nous voyons la réémergence des luttes entre des collabos dhimmis, représentés aujourd'hui en France notamment à gauche par la NUPES, et des résistants soucieux de défendre leur identité et leur liberté menacées par le djihad et le grand remplacement. L'avenir de notre civilisation dépend de l'issue de ce conflit. Car la principale conséquence du dialogue euro-arabe est une transformation rampante mais profonde du continent européen, conçue avec l'approbation et donc la complicité des dirigeants de l'UE. Le partenariat méditerranéen a accru l'afflux d'immigrants en Europe en provenance des pays arabes et musulmans, et leur assuré le statut de source privilégiée d'immigration en Europe. Mais la CEE, puis l'UE, n'ont jamais prévu d'intégrer autant de millions d'immigrants musulmans dans la société européenne, préférant la voie sans issue du multiculturalisme. Là d'où venaient ces immigrés, les pays d'où ils venaient ont alors exigé, des pays d'accueil européens, qu'ils s'adaptent aux coutumes culturelles et religieuses des immigrants. Et en effet, toute réticence ou hésitation de l'Europe à l'égard de l'immigration est qualifiée de racisme par les agents et les dirigeants du DEA. Pour eux, le pseudo-dialogue interculturel exige que les Européens réinventent, ou plutôt renoncent à leur identité et leur histoire, afin de s'adapter aux populations migrantes du Sud en rendant leur société charia compatible. Ces eurocrates évitent toute discussion sur l'insécurité, la criminalité et l'intolérance religieuse des couches importantes de cette population immigrée, hostile à l'égard de l'Occident, de ses mœurs judéo-chrétiennes, de sa culture et de son histoire. D'ailleurs, dans une interview pour le London New Statesman, Tariq Ramadan, islamiste notoire, petit-fils du fondateur des Frères musulmans et collaborateur de Romano Prodi à la fondation Anna Lindh, ne voit pas les musulmans s'adapter aux conditions locales, mais les considère, je cite, comme une extension du Dar al-Islam dans les terres des incroyants. Ces islamistes recherchent et provoquent alors des réactions xénophobes des populations de souche qui menacent le bien-être et la sécurité des nombreux immigrants musulmans qui, eux, ont fait l'effort de s'intégrer avec succès dans les sociétés occidentales. Il nous apparaît donc sans conteste que la politique d'impuissance de l'UE a été planifiée, proclamée et mise en œuvre au fil des ans par les dirigeants de l'Europe. Les principaux stratèges de cette politique, à partir des années 1970, furent ces politiciens et technocrates, certains nostalgiques de l'empire colonial français, d'autres achetés à coups de pétrodollars, d'autres encore imprégnés, selon les cas, d'un mélange d'antisémitisme, d'anti-américanisme, d'une passion idéalisée pour tout ce qui est arabe et islamique, passion peut-être paradoxalement stimulée par une peur viscérale de l'islam. Et ce, à raison, car n'oublions jamais que dans toute son histoire, l'islam a toujours montré un visage guerrier et conquérant. Que pendant près de 1000 ans, l'Europe a vécu sous sa menace constante et que ce qu'il reste des populations juives et chrétiennes dans les pays islamiques est toujours soumis par son statut de dhimmi à une discrimination perpétuelle, avec des épisodes de persécution sanglante. Aujourd'hui, solidement ancré au sommet de plusieurs États de l'UE, avec une influence déterminante au niveau médiatique et politique, les appareils du DEA et du partenariat euro-arabe ont conditionné les Européens à la dhimmitude, c'est-à-dire à la soumission passive, à la censure intellectuelle, à l'insécurité, à la violence d'un djihad du quotidien, voire au terrorisme. En effet, la volonté de renoncer à sa propre identité, culture et histoire,
comme le prône le mouvement woke, reflète la tendance du dhimmi à la négation de soi. À moins que les Européens eux-mêmes ne réaffirment une nouvelle conscience de leur propre identité et de leur destin, et se libèrent d'un demi-siècle d'endoctrinement débilitant. Aujourd'hui, où en est le projet Eurabia? Aujourd'hui, le dialogue euro-arabe est quasi inconnu des Européens, car sa machinerie occulte agit par des canaux cachés. Les contribuables européens ne se rendent pas compte qu'ils financent les nombreuses officines du DEA qui travaillent et influencent le Parlement européen, la Commission de Bruxelles, les universités, la presse, les médias et les politiciens, pour aboutir à un système qui a élevé comme vertu la négation des menaces islamiques et le renoncement à l'autodéfense, comme l'illustre parfaitement la gestion européenne de la crise migratoire actuelle. Ou encore les interventions de Madame Marion Lalisse, coordinatrice de l'Union européenne chargée de la lutte contre la haine envers les musulmans. En octobre 2023, au moment où le Hamas attaque Israël, massacre des civils, éventre des enfants dans les crèches, Madame Lalisse, au nom de l'Union européenne, se précipite à la 8e conférence mondiale de la Fatwa pour y renouveler l'acte d'allégeance de l'UE en rappelant tout ce que la civilisation européenne devait à l'islam et en annonçant la création d'une cartographie de la haine contre les musulmans en Europe, comme si les musulmans étaient les agressés. Les populations européennes peuvent cependant constater le soutien et même l'encouragement à l'immigration provenant des pays arabes ou africains par les présidents de la Commission européenne, de Jean-Claude Juncker à Ursula von der Leyen, par la chancelière allemande Angela Merkel comme par Emmanuel Macron. Des navires et des aides financières considérables sont expédiés aux pays limitrophes de l'UE pour aider les migrants à traverser et débarquer en Europe. D'après le général Christophe Gomard, ex-patron du renseignement militaire, rien du trafic migratoire en Méditerranée n'est ignoré des autorités françaises, militaires et civiles, ce qui laisse à croire que cette invasion de l'Europe par les immigrants des pays musulmans et de l'Afrique noire est acceptée, voire encouragée. En outre, la Commission européenne déverse sur tous les réseaux d'information une propagande humanitaire soutenant son action et n'hésite pas à punir les pays récalcitrants comme la Pologne et la Hongrie. Rappelons que le pacte sur la migration et l'asile, qui est actuellement en discussion au Parlement européen, prévoit notamment un mécanisme de solidarité obligatoire. Ainsi, les pays qui refuseront d'accueillir un migrant à la demande de la Commission devront payer 20 000 € par migrant refusé. Comme l'annonce la commissaire européenne aux affaires intérieures, Madame Johansson, ce pacte, je cite, « n'est pas seulement une victoire pour l'UE, c'est aussi et surtout une victoire pour les migrants. » Tout est dit. En voulant imposer ces quotas d'immigrants sur le territoire de l'UE depuis 2015, où la répartition contraignante des migrants clandestins composée à 90% d'hommes jeunes, malgré les réticences des citoyens européens, la Commission européenne et les élites immigrationnistes dévoilent leurs ambitions totalitaires. Leur propagande démontre leur contrôle politique et culturel sur les médias des pays de l'UE, dont les États membres, tous partis de gouvernement confondus, collaborent à cette politique. Pour preuve, rappelons que la fameuse Association parlementaire pour la coopération euro-arabe, chargée d'exécuter la politique de dialogue euro-arabe, a eu comme coprésidente une certaine Roselyne Bachelot, alors députée RPR, puis UMP, qui fut par la suite ministre sous Chirac, sous Sarkozy et sous Macron en tant que ministre de la Culture. Elle fut remplacée à ce poste en 2022 par Merima Abdul-Malak, qui mena entre autres un programme pour la diversité et milita pour la création d'un institut de la France et de l'Algérie, institut qui est vu par ses promoteurs comme un outil pour mettre en lumière une vérité historique et construire un futur commun pour les nouvelles générations. Et que dire de notre nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, issue des LR, ancienne ministre de la Justice de Sarkozy, députée européenne, et dont les relations avec l'Azerbaïdjan laissent à croire que décidément, la culture promue en France est davantage eurabienne que française. La crise des migrants actuelle est très importante, car elle révèle la réalité politique d'Eurabia, c'est-à-dire la politique de fusion méditerranéenne
menée conjointement par l'UE et ses instances supranationales, Conseil de l'Europe, Commission européenne, Cour européenne des droits de l'homme, etc., qui se traduit par une islamisation de l'Europe, à défaut d'être parvenue à occidentaliser les pays arabes. Seul le développement du terrorisme et l'opposition populaire ont amené les gouvernements à temporiser. Je vous livre une citation qui résume, à mon sens, parfaitement l'esprit de Rabia. Le monde a un besoin urgent d'un nouveau message porteur d'une nouvelle civilisation universelle, morale et croyante, qui ne soit ni orientale ni occidentale, qui réunisse foi et science, matière et esprit, et coordonne liberté de l'individu et intérêt du groupe. Et de poursuivre. Rien en Occident n'est porteur d'un tel message. Le seul porteur, c'est l'islam. L'islam est la solution. Il s'agit d'une citation de Youssef al-Qaradawi, qui fut l'un des plus éminents prédicateurs des frères musulmans, président de l'Union internationale des savants musulmans et membre du Conseil européen pour la fatwa. Pourtant, les actions terroristes au cœur de l'Europe, les émeutes, les agressions quotidiennes perpétrées par des musulmans contre des Européens révèlent chaque jour l'inadéquation de l'idéologie eurabienne à la réalité. Empêtrés dans leur déni et leur tabou d'une réalité dont ils avaient longtemps et délibérément rejeté les méfaits sur la pauvreté, le racisme, l'islamophobie ou encore sur Israël, nos gouvernants se trouvent aujourd'hui confrontés à une guerre de plus en plus ouverte sur notre propre sol. Mais au lieu de combattre, de refouler l'adversaire, de sécuriser ses frontières, l'Union européenne plaide pour la Pax Islamica et la sécurité toute relative de la dimitude en s'humiliant et en déversant des milliards d'euros de jizya, espérant ainsi la clémence de ses maîtres et la venue d'un nouvel et chimérique âge d'or andalou à travers une Eurabia en devenir. Je laisse le dernier mot à notre cher président Emmanuel Macron, qui déclara en 2017 à Abu Dhabi, je cite, « Nos religions sont liées, nos civilisations sont liées. Ceux qui veulent faire croire que l'islam se construit en détruisant d'autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent. Les actions du Hamas en Israël, de Daesh au Moyen-Orient ou de Boko Haram en Afrique, des frères musulmans en Europe, prouvent le contraire. Mais Emmanuel Macron a toutefois raison sur 2 points. Oui, il y a des menteurs. Oui, il y a des traîtres. Je réagis à la dernière. Je m'appelle Leïla et ma fille s'appelle Louise. Voilà. Rien compris à l'intégration. Non, j'ai rien compris à l'intégration. L'Europe a devant elle des défis gigantesques. Les peuples européens doivent tout d'abord se débarrasser de leurs élites compromises et des mensonges qu'ils leur ont fait ingurgiter depuis 50 ans pour être en mesure de relever les défis posés par l'islam, qui sont les plus importants car ils se manifestent sur notre sol et menacent notre survie. En cela, les élections européennes à venir seront cruciales, car elles nous offrent une formidable occasion de reprendre en main notre destin, en changeant radicalement de politique à l'échelle du continent. Nous pourrions ainsi mettre un terme à l'islamisation de l'Europe, mettre un terme à Eurabia. En revanche, si les élections reconduisent les mêmes coalitions à la tête de l'Union européenne et que rien ne change, l'Europe deviendra à terme semblable au Liban. Il importe toutefois de savoir que beaucoup de musulmans d'Europe rejettent le djihadisme, quand d'autres ignorent ces règles inscrites dans des textes très anciens et peu accessibles. Nous, Européens, devons connaître ces préceptes issus du Coran et de la charia, et les faire connaître pour nous en prémunir. Nous devons les exposer sans faux fuyant et en discuter en toute liberté puisque ces lois djihadistes nous concernent directement. C'est nous qu'elles visent. Et les nier comme cela s'est fait jusqu'à présent ferait encore de nous
et de nos enfants, leurs victimes. En diffusant et en dénonçant ces dogmes infâmes, qui finalement sont leur histoire, nous aiderons les musulmans à entreprendre les réformes nécessaires pour se libérer de leur carcan moyenâgeux empli de violence et de haine. La situation de l'Europe est pertinemment résumée par Bruce Thornton, chercheur pour l'Institut Hoover et auteur du livre « Déclin et chute, le suicide au ralenti de l'Europe », quand il dit, je cite, « Pour de nombreux musulmans, la capitulation des Européens face aux menaces et à la violence est le signe de la pauvreté spirituelle d'un peuple pour qui le bien suprême est le confort et le plaisir, et que rien ne vaut la peine de se battre ni de mourir pour lui. » Citation que je mettrai en parallèle de celle de l'historien Michel de Jaeger, auteur du livre « Les derniers jours, la fin de l'Empire romain d'Occident », lorsqu'il explique que la plupart des habitants du monde romain tenaient la romanité comme un modèle supérieur de vie sociale, mais que rien ne les a jamais conduits à penser qu'il méritait qu'on se batte et qu'on mette sa vie en jeu pour lui. Et de conclure sur la mort des civilisations auxquelles les habitants sont attachés tant qu'elles leur procurent prospérité et bien-être, mais pour lesquelles ils n'accepteront que rarement de remettre en cause leur confort ou de risquer leur vie pour les défendre. La question est de savoir si tel sera le destin de l'Europe et de la civilisation européenne. Par leur vote, le 8 juin 2024, les peuples d'Europe y apporteront une réponse. Je vous rappelle notre point de départ, à savoir que d'après Wikipédia, Eurabia est une théorie du complot émise par l'extrême droite, selon laquelle l'Union européenne serait l'instigatrice d'une conspiration visant à faire de l'Europe une colonie islamique. Elle est souvent associée à la théorie du grand remplacement. Alors, Eurabia, ce projet de fusion des deux rives de la Méditerranée sous la bannière de l'islam, mythe ou réalité? Batior et moi-même sommes-nous des complotistes, comme les médias aiment à désigner tous ceux qui ont une interprétation des événements différente des explications des journalistes mainstream ou des discours des politiciens professionnels? À la lumière des éléments que je vous ai révélés, je vous laisse en juger et je vous remercie de votre attention.